Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. On regarde le titre de cette édition. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a lancé les travaux de l'étude de faisabilité de création du Fonds de développement industriel. Selon Souleymane Diarra-Souba, le projet s'inscrit parfaitement dans la vision Côte d'Ivoire 2030 du président de la République Alassane Ouattara, qui souhaite la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Confronté à un manque d'eau depuis plusieurs mois, le ministre de l'Hydraulique était à Anyama où il a rencontré les populations de la cité. Laurent Tchagba a promis la canalisation des différents quartiers et l'augmentation de la pression de l'eau dans les conduites afin de ravitailler tout le monde d'ici un mois. Et puis dans la bande de Gaza, l'aviation israélienne poursuit les bombardements. 119 Palestiniens ont été tués, dont 31 enfants. 830 personnes ont été blessées, selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. Au total, l'armée a dit avoir frappé 150 cibles dans la bande de Gaza. Voilà pour le titre. Dans la dynamique d'approcher les pays voisins et leurs et ses homologues pour discuter des questions de sécurité, de défense et de coopération, le ministre d'État, ministre de la Défense, a entamé depuis le dimanche dernier une tournée dans la sous-région ouest africaine. Ainsi donc, après le Burkina Faso, la délégation ivoirienne a mis le cap sur le Mali. À Bamako, Téné Birahima Ouattara a eu une séance de travail avec son homologue malien. Comme à Ouagadougou, les échanges ont porté sur des stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme. Le commentaire d'Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako. Dans la capitale malienne, il a échangé avec son homologue malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara, sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme dans la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos deux armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières, en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos deux pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière, où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire des opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos deux pays. C'est là, Monsieur le ministre, l'une des raisons de notre déplacement ici en terre malienne, pour voir dans quelle mesure nous pourrions mutualiser nos efforts, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans le domaine des moyens logistiques, pour essayer de freiner ce fléau qui dévaste tous les jours nos populations. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous disais en titre, le lancement officiel du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire a eu lieu mardi dernier par visioconférence, financé par la Banque africaine de développement et le PACI. Il est évalué à 200 millions de francs CFA. Il va durer 2 ans et il vise à booster la compétitivité du secteur économique ivoirien. L'éclairage de Samuel Dangui. La Côte d'Ivoire mise sur la compétitivité du secteur industriel pour accélérer la transformation structurelle de son économie. Le lancement du projet d'amélioration de services aux industries en Côte d'Ivoire, PASICI, a eu lieu par visioconférence
et s'inscrit dans cette dynamique. Doté d'une enveloppe de 200 millions de nos francs, ce projet est le fruit d'un accord de facilité de don de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Il s'agit à travers ce don de permettre en fait d'avancer sur différentes études, portant notamment sur l'étude de faisabilité concernant la zone industrielle d'Assouba, dans la région d'Aboisseau, et également de faire les études monographiques de la zone industrielle de San Pedro. Et en troisième point, de travailler surtout sur la mise en place d'un fonds de développement industriel. Le projet d'amélioration du service aux industries en Côte d'Ivoire, pas ici, va durer 24 mois et vise à booster la compétitivité du secteur industriel. Dans un mois, vos robinets seront remplis d'eau. C'est la promesse du ministre de l'Hydraulique aux populations de la commune d'Anyama. Une visite de terrain au cours de laquelle Laurent Tchagba a rencontré les populations des quartiers Belleville et Plateau. Des populations confrontées à un manque d'eau depuis plusieurs mois. Et dans l'immédiat, des camions citernes continueront d'alimenter les différents secteurs durant la période des travaux. Le point de la visite de terrain avec Patricia Omouetia. Quartier Belleville dans la commune d'Anyama. Ici, les populations sont au quotidien confrontées au manque d'eau potable depuis plusieurs mois. Une situation qui arrange bien les revendeurs d'eau, selon la présidente des femmes du quartier Belleville. Nous achetons l'eau avec les revendeurs. Ils nous donnent 10 bidons à 2000 francs. Ah, c'est pour ceux qui sont dans les maisons basses. À l'étage, c'est 3500 francs, les 10 bidons. Un cri de cœur entendu par le ministre de l'Hydraulique. Il a donc effectué une visite de terrain ici à Agnaman, précisément dans les quartiers de Belleville et Plateau. Selon le ministre de l'Hydraulique, les travaux de renforcement de la production et d'extension de réseaux prévus pour résoudre les problèmes d'eau pour les quartiers d'Agnaman, Belleville et Plateau sont en cours. C'est le problème de ressources. Vous voyez, lorsque Belleville est en hauteur par rapport au château d'eau, qui leur envoie de l'eau à partir d'un dautré. Mais lorsque l'eau que vous devez envoyer n'est pas suffisante, il n'y a pas suffisamment de pression. Donc la pression étant faible, l'eau ne monte pas. Ce que nous allons faire rapidement, et j'ai dit que dans un mois nous devons terminer cela, c'est de faire en sorte que d'abord on emmène suffisamment d'eau à un dautré pour que la pression que nous allons mettre dans les conduites soit forte pour que l'eau arrive dans toutes les canalisations. En attendant la fin des travaux, le ministre a instruit le comité de crise afin que chaque jour, les populations soient ravitaillées en eau à partir de camions-citernes. Les populations ont vraiment apprécié cette démarche et ils n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre pour tous ses efforts. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans d'autres communes du district d'Abidjan. Justement, l'hôtel du district au Plateau a servi de cadre à une rencontre entre des femmes leaders d'organisations féminines et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au cours de la réunion de prise de contact, Nassene Batouré a évoqué le concept de femmes championnes, des femmes issues des régions de la Côte d'Ivoire, l'éclairage de Patricia Omouitia, qu'on retrouve encore une fois. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Comment construire un réseau efficace? La question était au cœur d'un atelier qui a réuni la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision et d'anciens auditeurs de la formation en ingénierie du genre. En toile de fond, il s'agissait d'échanger sur la mise en place d'un réseau d'alumni et d'opportunités professionnelles pour les experts du domaine. Sephora Zegui. Ces ingénieurs en ingénierie du genre veulent mettre leur expertise au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Ces orfèvres en la matière de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision veulent échanger sur la mise en œuvre effective d'un réseau d'alumni et d'opportunités professionnelles. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager à travailler en réseau. Le réseau, c'est de la solidarité et c'est de ça que nous avons besoin, d'être solidaires les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir porter notre pays et
entrer dans un développement, s'assurer d'un développement durable. Selon Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, ce réseau va permettre à ces anciens auditeurs devenus experts en genre et développement de tisser des liens afin de créer un réseau pour faciliter leur insertion professionnelle. On a décidé de créer le réseau des alumni parce que nous avons plus de 100 experts en 3 promotions que nous avons formés en ingénierie du genre et qui sont en train de faire un travail merveilleux dans tous les secteurs. Et on se dit qu'aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui manque des réseaux. Si tous ces alumni se mettent ensemble pour renforcer leurs capacités, pour développer leurs opportunités, ils pourront mieux faire pour une Côte d'Ivoire solidaire, comme le souhaite son Excellence, Monsieur le Président de la République. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, structure de référence internationale en matière de genre et développement, a conçu et mis en œuvre ce programme en 2017. Cette formation innovante a pour but de favoriser la compréhension de l'approche genre en vue de son intégration dans les projets et programmes de développement du gouvernement. Dans le Lodjibois, où les lycées modernes 1 et 2 de Divo ont reçu du matériel scientifique et didactique de la part du conseil municipal. Au cours de la rencontre de remise, le ministre, sinon le député maire de la localité, a exprimé sa volonté de renforcer les établissements publics en outils pédagogiques de qualité. Le compte-rendu de Jean-Marc Hadjadji. Le directeur régional de l'éducation nationale du Lodjibois reçoit de façon symbolique du matériel scientifique pour les lycées modernes 1 et 2 de Divo. Ce sont entre autres des imprimantes, des équipements d'observation, accessoires pour laboratoire et des instruments de mesure pour les travaux pratiques en physique et chimie. Un don du député maire de la commune de Divo, Amédée Kofi Kwaku. Ce lot de matériel vient soulager le corps enseignant et renforcer ces lycées publics en outils pédagogiques de qualité. Les responsables de ces établissements bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur doléance aux autorités municipales. Nous sommes dans le besoin en ce qui concerne le matériel scientifique. Et ces matériels que nous venons de recevoir permettront à nos enseignants de mettre la main à la pâte devant les enfants, ce qui leur donnera encore plus de détermination, puisqu'ils seront en contact direct avec le matériel, ils sauront en réalité ce que les enseignants leur enseignent. Le premier magistrat de la ville de Divo s'est dit prêt à soutenir les écoles publiques de la localité afin de promouvoir l'excellence et les filières scientifiques. On a noté que pour pouvoir avoir plus de bacheliers scientifiques, il leur fallait du matériel, parce que du matériel de physique, parce que les profs ne font presque plus d'expérience. Donc les élèves ne voient pas le matériel, tout est théorique. Et donc nous avons souhaité leur offrir du matériel. Le président Alassane Ouattara a décidé donc d'industrialiser ce pays-là. Mais ce pays ne peut fonctionner réellement que si nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup de scientifiques. 450 tables bancs ont déjà été offerts par le maire Amédée Kofi Kwaku en février dernier au lycée moderne 1 et 2 de Divo. Place maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 13 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 1119 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 35 guéris et 2 décès. À la date du 13 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 46 520 cas confirmés, dont 45 977 personnes guéries, 294 décès et 249 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 616 078. Le 12 mai, 2772 personnes ont été vaccinées, soit un total de 295 309 personnes vaccinées contre la Covid-19. On continue à parler de santé avec l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, qui renouvelle son engagement dans sa marche vers l'excellence. Devant la presse, la directrice générale de l'Institut a dressé le bilan à mi-parcours des formations. Astou Danyogo. La directrice générale de l'Institut national de formation des agents de santé était face aux journalistes. Objectif, faire le point des différentes formations. L'INFAS s'engage résolument à l'excellence. Il a été demandé à toutes les structures
de s'engager résolument vers la démarche qualité. Donc cette démarche qualité va nous permettre, nous aussi, de mieux former les étudiants, de mieux nous engager dans une formation de qualité. Les acteurs seront formés et l'excellence doit être notre boussole. Cette rencontre a été également l'occasion pour elle d'établir un bilan à mi-parcours de sa gestion, notamment au niveau de la formation des formateurs et l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage. Tout notre engagement, c'est de continuer de faire de l'excellence notre boussole. Notre engagement, c'est au quotidien que nous devons améliorer chaque chose. Nous pensons que notre équipe est prête, notre équipe s'engage pour que tout se passe bien. Donc c'est la population qui doit avoir des résultats satisfaisants et nous nous engageons à faire cela. Nous allons nous engager surtout à ce que ce ne soit pas de belles paroles, que ce soit des actions qui soient mises en œuvre pour que l'éducation des personnes que nous formons soit une réalité. S'inscrivant dans une démarche qualité basée sur le digital et les cours en présentiel, en perspective, la directrice générale entend mettre l'accent sur la formation continue. Rappelons que l'INFAS a pour mission de former des agents de santé compétents et opérationnels sur le terrain. À ce jour, l'Institut compte 13 400 étudiants. Autre chose à présent, la deuxième édition de la foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets se tiendra du 25 au 26 mai prochain à Abidjan. Plusieurs jeunes francophones porteurs d'initiatives vont bénéficier d'un cadre d'échange et de réseautage. Cette année, une dizaine de jeunes seront récompensés par la Fondation Magic System et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Plus de détails avec Issa Chonayo. Gestion et valorisation des déchets plastiques, changement climatique. Ce sont là des sujets environnementaux qui sont au cœur des préoccupations de la Fondation Magic System. Pour les résoudre, elle a même mis en place, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFTD, une foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets. La deuxième édition, qui sera organisée dans une dizaine de jours, sera l'occasion pour la Fondation Magic System de financer plusieurs projets des jeunes francophones. Aujourd'hui, nos rues, malgré les efforts de nos gouvernants, qui sont toujours jonchés de déchets, et ces déchets-là, au lieu de représenter une menace, devraient pour nous représenter une mine d'or. Et c'est ce message que nous voulons donner aux jeunes, les inviter à s'engager davantage dans les métiers verts, dans l'économie verte, l'économie circulaire et même l'économie solidaire pour pouvoir apporter leur modeste contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Cette foire, au dit des organisateurs, vise à réunir les jeunes francophones porteurs d'initiatives et les acteurs du domaine afin d'orienter la bonne gestion de leurs projets. Il s'agit également pour la Fondation de leur offrir un cadre d'échange et de réseautage. Cette deuxième édition verra la participation du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, et celle du ministère de la Communication et de la Francophonie, avec comme innovation la participation des acteurs venus de l'étranger. L'AIPH, l'Association interprofessionnelle des producteurs de palmiers à huile, lance un cri du cœur devant la presse nationale et internationale. Elle a exprimé le malaise que vit la filière depuis quelques années, un malaise né du blocage des prix du régime de palme Borchamp. Et l'AIPH a appelé l'État de Côte d'Ivoire à mettre un terme au blocage des prix. Le reportage de Cheikh Aboubakar Koné. Les producteurs de palmiers à huile sont entre doute et inquiétude, et pour cause, la mesure de blocage des prix du régime de palme Borchamp prise par le ministère du Commerce pour un délai de 3 mois depuis le mois de janvier est arrivée à expiration. Ils craignent donc une prorogation. Nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'on libère les prix. Par exemple, la tonne de régime pour les producteurs, c'est 80 000 francs la tonne. Et la tonne de régime de l'huile brute est de 640 000 francs. Il faut la libérer pour permettre aux différents acteurs de faire face aux contingences actuellement. Parce que là, le carburant a augmenté. Le carburant, c'est un facteur qui nous permet de collecter les régimes. Et l'engrais, le prix de l'engrais a augmenté. Tout ça font qu'on est obligé de plaidoyer auprès de l'État pour que quelque chose soit fait. Pour rappel, le prix Borchamp du régime de palme est indexé sur le marché international de Rotterdam. En début d'année, face à la flambée des cours mondiaux, le ministère du Commerce a exigé des acteurs de la filière un blocage des prix sur une durée de 3 mois pour permettre une compensation plus tard lorsque les cours mondiaux connaîtront une tendance baissière. Et depuis, les producteurs disent attendre ce différentiel. Les 3 mois de blocage ont fait perdre 35 000 francs CFA par tonne pour le producteur
quand on sait que le pays produit plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Quant aux usiniers de la deuxième transformation, c'est un peu plus de 3 milliards de pertes enregistrées sur la même période. Pour éviter de se retrouver dans une situation d'asphyxie du secteur, les acteurs font des propositions à l'État. Demander à l'État de Côte d'Ivoire de réduire la TVA de 18 à 9% pour permettre à la deuxième transformation de pouvoir faire face à la récrimination des consommateurs, de pouvoir réduire le coût de l'engrais, parce que l'engrais aujourd'hui qui permet de renforcer le rendement de la filière palmier, il faut pouvoir le faire. Le palmier à huile est un des leviers de l'économie ivoirienne avec un chiffre d'affaires de 500 milliards de francs CFA et 200 000 emplois directs. Le pays occupe le rang de 9e producteur mondial et 2e africain et est le premier exportateur africain d'huile de palme. La station balnéaire de Jacquesville a abrité la 4e édition de la Journée nationale de l'écotourisme. La rencontre avait pour objectif principal de sensibiliser et d'engager les collectivités à l'usage de l'écotourisme communautaire comme un outil de développement inclusif. Astou Dagnogo. L'écotourisme, vecteur de développement communautaire pour une croissance inclusive. À travers ce thème, le réseau ivoirien du tourisme et l'agrotourisme Rutassi veut promouvoir le développement participatif en lien avec la protection de l'environnement. Tout projet communautaire doit être durable et la durabilité implique d'abord la prise en compte de la population locale. Ces personnes seront chargées de promouvoir tout ce qui est potentialité touristique, culturelle comme naturelle au sein des collectivités. Une action de haute portée qui donne du souffle au secteur du tourisme, fragilisé avec l'avènement de la crise sanitaire que connaît le monde entier. Nous avons près de 3600 restaurants en Côte d'Ivoire fermés. Il y a un minimum de recettes ou d'emplois de 4 à 5, multiplié par le nombre, il y a une perte. Nous avons perdu près de 437 milliards nous, à notre niveau. Un panel sur le thème « Écotourisme, vecteur de développement communautaire pour une croissance inclusive » a permis aux participants d'échanger, mais surtout d'apprendre. Le tourisme, ça doit être les Ivoiriens, ça doit être les résidents. Et on a une bonne raison de nous appuyer sur cette valeur. Cette 4e édition de la Gynécotour s'est déroulée à Jacquesville, ville balnéaire, première destination touristique depuis l'ouverture du pont Philippe Grégoire Yassé. Et on parle maintenant de cohésion sociale avec une délégation de la Fédération pour la paix universelle qui a séjourné récemment à Korogo. Une rencontre mise à profit par le FPU pour renforcer les capacités de ses membres. La rencontre a aussi servi de cadre préparatoire au prochain sommet mondial sur la paix, un sommet qui se tiendra en Côte d'Ivoire. La correspondance de Léon Brou a retrouvé dans nos prochaines éditions. Les femmes parlementaires de la commune de Yopougon volent au secours des victimes de l'incendie du quartier Saint-André. Le 12 mai dernier, plusieurs habitations, mais aussi des commerces sont partis en fumée. Un moment de compassion raconté par Éric Goré. Ils sont encore sous le choc et inconsolables, ces habitants de Yopougon-Sikoji, Saint-André, qui ont vu leur habitation et magasins partis en fumée ce 12 mai 2021. Au lendemain du drame, une délégation conduite par des femmes députées de Yopougon est allée réconforter les victimes et échanger avec elles sur les circonstances de l'incendie. En Côte d'Ivoire, nous sommes solidaires. Il y a un espoir, nous sommes en train de voir, de susciter de bonnes volontés déjà pour soulager nos frères, nos sœurs, toutes ces familles qui ont été peinées, qui sont dans la souffrance, dans la douleur. Il y a un espoir, on ne les laissera pas tomber. Une lueur d'espoir pour les victimes. Ça veut dire que les autorités ne sont pas indifférentes à ce qui nous arrive. C'est vraiment déplorable, mais on voit que les députés se sentent proches de nous. Nous espérons que tout ce que nous avons perdu, on pourra quand même compenser cela. L'incendie a fait plusieurs victimes, 10 magasins détruits et 7 habitations emportées par les flammes. La police scientifique est sur le terrain pour connaître les causes réelles de ce sinistre.
Et d'un sinistre à un autre, on se rend maintenant à Marcory où les victimes du marché d'Aliodan, un marché ravagé par les flammes, ont reçu la visite du délégué communal du RHDP. À l'occasion, des centaines de kits alimentaires ont été remis aux sinistrés. Myriam Chérif, Mamadou Kouassi pour le compte-rendu. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé une grande partie de ce marché, les activités reprennent timidement à Marcory Aliodan. Les commerçants font avec les moyens de bord afin de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Mais ça fait beaucoup de sinistrés. Les gens avaient rempli les magasins par rapport au mois de Ramadan. Mais actuellement, elles se débrouillent. Il y a des gens qui ont fait des tontines entre elles. Voilà, celles qui ont ramassé, elles ont essayé de faire un peu pour voir comment elles vont faire pour redémarrer leur activité. Leur initiative est encouragée par les cadres de la commune de Marcory. Cissé Tiemoko, délégué communal RHDP de Marcory, soulage ses commerçants en cette période de fête. Il leur remet à la centaine de victimes de l'incendie des vivres composés de riz, de l'huile, de la pâte alimentaire, ainsi qu'une enveloppe afin de se nourrir un tant soit peu. De quoi réjouir ses bénéficiaires. On lui dit merci beaucoup pour tous ces gestes qu'il a fait. On lui remercie beaucoup. Le donateur a signifié aux commerçants que cet acte est l'expression de la solidarité à l'endroit de ses victimes. Il les a invités à plus de courage et d'abnégation afin de surmonter cette épreuve. Il s'agit simplement d'un soutien, d'un élan du cœur face au désarroi subi par ces braves dames qui ont tout perdu au soir du 1er avril, dans la nuit du 1er avril au 2 avril 2021. Et on ne peut pas être insensible à pareil désarroi. Nous sommes là aujourd'hui. Vous avez vu modestement quelques kits. 3 fois rien, mais un geste qui symbolise la solidarité que nous nous devons. Le donateur, Cissé Tiemoko, a signifié également aux commerçants que le RHDP ne restera pas insensible à ces situations que ces hommes et ces femmes traversent. Des actions d'envergure sont prévues pour leur apporter une assistance conséquente. Et dans l'actualité hors de chez nous, Israël pilonne ce vendredi la bande de Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans cette enclave palestinienne densément peuplée. L'escalade militaire en cours depuis lundi avec les islamistes du Hamas au pouvoir a fait plus de 100 morts. Au total, l'armée a dit avoir frappé 150 cibles au cours d'un déluge de feu nocturne, un déluge doublé de salves de roquettes de la part du Hamas vers des villes israéliennes du sud. Sur le front diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira dimanche pour aborder le conflit. Le secrétaire général Antonio Guterres ayant appelé à une cessation des hostilités. Et c'est la fin de ce chapitre d'information sur RTI 1. L'information revient à 20h30, sinon à 20h plutôt, avec Marie-Laure Ongoran. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 6h30.